Bonjour. C'est mieux le fixe? Non, c'est mieux le... Ok. Vous m'entendez? Bon. Eh bien, je suis ravi d'être avec vous en fin de parcours. Enfin, pour vous. Moi, je suis en début de parcours. Je suis ravi de retrouver Michel, de retrouver voilà, un groupe dont je connais certaines personnes. Alors, à cette heure avancée de la journée, je vais prendre un peu de votre sieste. J'espère que ce n'est pas trop difficile. Pour vous parler d'un sujet un peu tragique, on va le dire, mais pour aussi peut-être voir, parce que c'est dans le tragique aussi que se cultivent les chemins, que se cherchent les chemins de l'espérance. Alors, je sais que vous réfléchissez depuis 2 jours à la question écologique, l'écologie intégrale, et je me réjouis de cette initiative, parce qu'il faut dépasser le seul mot de l'écologie, il faut se former, et vous en êtes l'expression, c'est très bien. Alors, et je crois que vous réfléchissez autour, entre autres, de l'encyclique de François, du pape François, qui est une remarquable encyclique, tout comme la dernière sur l'amitié. Et quand j'avais lu cette encyclique sur l'écologie, Laudato Si, j'avais été frappé effectivement par ce que disait Michel, hein, l'approche holistique, tout est lié, les crises écologiques sont avant tout des crises sociales, politiques, anthropologiques. Et par-delà le fait qu'il avait l'audace d'entrer sur ce terrain où l'Église avait été peut-être parfois un peu absente, l'écologie, il avait cette approche intégrale de l'écologie, pour montrer que le rapport à la nature, c'est lié au rapport aux sociétés, au rapport aux politiques. Alors, plutôt que de faire une intervention sur Laudato Si, il y a des gens plus compétents que moi, et que vous avez entendu depuis hier, pour illustrer, je pense, tout est lié, j'ai proposé donc de prendre le prisme de la Terre. Finalement, c'est une ressource de notre environnement qui est peut-être la plus banale, comme ça, parce qu'elle est d'apparence pas rare, mais en fait, cette terre arable est fondamentale dans nos sociétés, dans notre monde. Elle conditionne le geste quotidien de l'intégralité de la population mondiale, c'est-à-dire consommer 2 fois, voire 3 fois par jour. Donc c'est pas banal de ce point de vue. Et puis la terre arable, c'est aussi un bien de production de milliards de personnes encore aujourd'hui, parce que beaucoup de sociétés sont encore des sociétés rurales et agricoles. Donc, s'intéresser à la terre me semble assez impérieux, surtout parce qu'on constate que la concentration de la terre, l'inégalité d'accès à la terre, qui a fait l'histoire, cette inégalité d'accès à la terre, je vais y revenir, cette terre-là est concentrée de nouveau. Donc, c'est pour ça, je crois que j'ai intitulé le titre ou Justice foncière, je ne sais plus le titre. Louis-Marie, je ne sais pas où il est. C'était la justice foncière. La question de la justice ou de l'injustice? Non, de la justice. De la justice. Oui. D'accord. Bon, je vérifie le titre. Et donc, je crois qu'on peut dire qu'il y a un vrai enjeu d'injustice foncière et donc derrière un enjeu de justice foncière. Et alors vous allez me dire, mais c'est un jugement de valeur, dire qu'il y a une injustice foncière. Je ne le crois pas, et c'est ce que je voudrais vous montrer ici, que ce n'est pas un jugement de valeur, c'est quelque chose qui est objectivé par des rapports, par des constats, des études, et moi j'ai pu travailler sur cette question à l'échelle du Moyen-Orient, mais aussi à l'échelle mondiale. J'ai fait un livre sur, je vais en parler. D'abord, ce n'est pas un jugement de valeur dans le sens où l'inégalité d'accès à la terre, qui a fait l'histoire et qui l'a fait encore, elle résulte de rapports de force entre des gagnants et des perdants. Oui. Voilà votre titre. Ah. La question de la justice. C'est la question de la justice foncière. Merci. Donc, elle résulte de rapports de force inéquitables dans les sociétés. C'est ce que je vais montrer. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur. Le pape François, d'ailleurs, fait référence à l'inégalité foncière dans son encyclique. Et d'ailleurs,
il en appelle à la conférence épiscopale du Paraguay. Et on sait, le Paraguay, c'est l'un des pays les plus inégalitaires dans l'accès à la terre. Et de façon plus générale, l'Amérique latine, c'est le continent même de l'inégalité foncière. Mais il y en a d'autres. On va faire un tour du monde. Hein. On va voyager un peu dans les 3 heures que j'ai, 5 heures. Et donc François est un Sud-Américain. Il sait la réalité de l'inégalité d'accès à la terre. Alors, et c'est ce que je vais vous montrer, que cette inégalité d'accès à la terre, elle n'est absolument pas neutre sur le plan politique, social et environnemental. Premier point, je vous montrerai que dans l'histoire contemporaine, 20e jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 20e siècle, dans l'histoire contemporaine, l'inégalité d'accès à la terre a été au cœur de séquences politiques qu'on connaît bien, mais qu'on rattache rarement avec ce problème qui intervient en arrière-plan, c'est-à-dire la mauvaise répartition de la terre. On ne compte pas les insurrections, les rébellions, les révolutions qui sont de près ou de loin liées à cet inégal accès à une ressource qui pourtant devrait être partagée. Et je vais revenir donc dans un premier temps pour illustrer ce que l'histoire récente montre de ce lien entre la terre et l'histoire politique. Et le deuxième point, ça sera plus consacré à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que je vous montrerai que l'histoire, certes, a été au cœur ou plutôt l'histoire a montré combien une terre mal partagée était aux sources de bien des séquences politiques. Et bien aujourd'hui, on assiste à une reconcentration de la terre. Je vais expliquer pourquoi. Et je vous montrerai comment, et en quoi plutôt, elle induit des dégradations environnementales, des dégradations sociales et des violences politiques. Voilà, donc c'est pas très gai ce que je vais vous raconter, et puis on essaiera évidemment de terminer sur une note, je ne sais pas s'il faut dire optimiste, mais bon, d'espérance en tout cas. Voilà, ça va? Donc 2 parties. La terre est au cœur de mon raisonnement, mais en creux, ce que je voudrais montrer, ou par la négative, hein, puisqu'on va parler surtout d'injustice, donc en creux, on va montrer que la justice sociale, en l'occurrence versus la justice foncière, elle est garante de la stabilité et de la vitalité démocratique, et par-delà la garantie de la survie de notre maison commune. Voilà. Alors, premier point, je voudrais revenir sur l'histoire contemporaine, 20e siècle jusqu'à... Oui, 20e siècle. Pour vous montrer que la terre est un terreau du politique. Mais un terreau, en l'occurrence, un terreau pas très positif, en ce sens que cette terre mal distribuée a produit de la violence politique. Alors, avant de faire un petit tour du monde, mais très rapide, bien sûr, j'avais prévu des cartes, mais pour gagner du temps, je ne vais pas vous projeter des cartes. Vous allez donc essayer d'imaginer plusieurs continents. Donc voilà, vous allez faire un travail d'imagination, mais vous connaissez bien vos cartes voilà. Alors, c'est mieux avec des cartes, mais je n'ai pas trop de temps, donc les cartes, il faut les commenter, après ça prend du temps. Donc on va faire ce petit exercice imaginatif. Donc on va faire un tour d'horizon pour vous montrer ça, combien l'inégalité d'accès à la terre est facteur de violence politique. Mais avant, je vous propose une petite théorie en 4 ou 5 points. Une théorie qui rassemble tous ces exemples, parce que je crois qu'au-delà de la description des exemples, il faut essayer de retrouver les lignes de force de ce qui se passe. Et on retrouve à peu près toujours les mêmes lignes de force dans ces conflits. Premièrement, partout dans le monde, l'histoire a produit de l'inégalité d'accès à la terre. Ça, c'est le premier point. Du fait de rapports de force internes à des sociétés, des rapports de force économiques internes à des sociétés, du fait aussi du colonialisme, des gens venus d'ailleurs qui se sont implantés, eh bien, voilà, du fait donc de rapports de force internes ou du fait de causes externes de la colonisation, eh bien, au final, la terre a été très mal répartie sur tous les continents, à l'exception de l'Amérique du Nord, mais je ne vais pas en parler, peut-être dans les questions après. Ça, c'est le premier point. En retour, deuxième point, cette inégalité d'accès à la terre a produit, et c'est ce que je disais, des séquences politiques, de violences politiques, qui vont de dérives autoritaires, des dictatures, je donnerai un ou deux exemples, aux révolutions, en passant par des insurrections, des rébellions.
toutes ces figures de la violence politique qui sont liées à ces conflits fonciers, je les appelle des séquences agropolitiques. Et c'est ce que j'ai proposé dans ce livre, c'est-à-dire c'est une agro-histoire du monde, c'est-à-dire que voilà, je revisite cette histoire du monde avec ce prisme agropolitique. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire de l'inégalité d'accès à la terre le tout de l'explication des phénomènes politiques. Mais, justement, au XXe siècle, c'est quand même un élément très fortement impactant dans les conflits politiques. Donc le premier point, on est d'accord, l'histoire a produit de l'inégalité d'accès à la terre. Deuxième point, en retour, l'inégalité d'accès à la terre va produire de la violence politique, des moments agropolitiques. Troisième point de ma petite théorie très modeste, troisième point, ces phénomènes agropolitiques sont d'autant plus intenses qu'ils se produisent dans des sociétés où des sociétés plutôt encore rurales. Parce qu'effectivement, une excessive concentration de la terre dans une société qui est urbanisée à 90% n'a pas les mêmes incidences sur le plan politique qu'une société dans laquelle la terre serait mal répartie, mais on aurait 90% de ruraux et de paysans. Ce n'est pas la même chose. Donc, le moment, si vous voulez, le moment historique du pays a une incidence. Si l'on est une société rurale, encore une fois, eh bien, la résonance de la concentration de la terre est plus forte que si on est dans une société urbanisée. D'accord ? Ça va ? Quatrième point, les moments agropolitiques les moments agropolitiques sont décuplés dès lors que les acteurs du conflit foncier croisent des idéologies politiques. C'est-à-dire, on pourrait prendre plein d'exemples, on va en donner quelques-uns. Le nationalisme en Irlande, le nationalisme irlandais contre les Britanniques, c'est une idéologie qui a permis aux Irlandais de se coaliser contre les Anglais, des Irlandais qui étaient dépossédés de la terre par les Anglais, et dépossédés d'ailleurs aussi de leur foi catholique. Donc le nationalisme a été une chambre d'écho, ou plutôt un vecteur de cohésion pour ces Irlandais en résistance contre les Anglais. Donc l'idéologie nationaliste opère, l'idéologie de type marxiste, on pourra donner l'exemple de la révolution chinoise, qui est aussi et surtout une révolution de paysans sans terre. Donc le marxisme a joué à plein, jusqu'à récemment en Colombie avec les FARC. Je parlerai rapidement des FARC en Colombie. Et troisième idéologie qui peut jouer aussi dans certaines régions comme facteur agrégateur de ces paysans sans terre, c'est l'islamisme, dans une période plus récente. Autre idéologie, mais qui va jouer plutôt en faveur des grands propriétaires qui ne veulent pas abandonner la terre, c'est le fascisme. Voilà. Donc des idéologies qui vont décupler ces conflits. Voilà les quatre éléments de ma théorie. Donc je les répète, l'histoire a produit de l'inégalité d'accès à la terre. En retour, l'inégalité d'accès à la terre produit de l'histoire, c'est-à-dire des événements politiques. Troisièmement, ces événements politiques ont d'autant plus de résonance qu'on est dans une société rurale. Et quatrièmement, ces conflits sont d'autant plus intenses que les acteurs du conflit, d'un côté les oligarchies foncières qui ont la terre, et de l'autre les paysans qui en sont éloignés, souvent, croisent des idéologies qui vont les fédérer. Voilà les éléments de la théorie. Ça va ? Alors si on balaye un peu, mais alors là, les moments agropolitiques se produisent de façon différée, d'un continent à l'autre. Encore une fois, c'est l'urbanisation qui fait basculer vers autre chose. Donc le premier continent qui a connu des moments agropolitiques forts, c'est l'Europe. C'est la vieille Europe, notre continent. Et il y a des exemples qu'on pourrait multiplier, mais j'en donnerai au moins un ou deux. C'est des pays voisins, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, qui ont connu, vous le savez, dans les années 20 et 30, des dérives autoritaires de type fasciste. Et c'est clairement une dérive qui est liée à cet arrière-plan agraire. Une oligarchie foncière s'était constituée en Italie, en Espagne
Et au Portugal, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi cette oligarchie foncière, comment, dans quelles conditions elle s'était constituée, peut-être qu'il y aura des questions. Mais en tout cas, à la fin de la Première Guerre mondiale, ces grands propriétaires, espagnols, portugais, italiens, vont être de plus en plus contestés par des paysans souvent sans terre, c'est-à-dire ils sont métayers, vous connaissez bien les métayers, vous, ou fermiers, rarement fermiers, mais plutôt métayers. En Amérique latine, on les appelle des paysans sans terre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de la terre. Et ça a commencé en Italie. Après la Première Guerre mondiale, des milliers de paysans italiens qui ont fait la guerre, à qui on avait fait croire qu'au retour de la guerre, ils auraient de la terre, ont occupé des grandes propriétés. Et ça a été un désordre en Italie. Et dans ce désordre, l'oligarchie foncière a voulu s'en prémunir en appuyant les milices fascistes fondées par Mussolini. Ça a été la même histoire plus tard au Portugal, 1930, l'arrivée de Salazar. Et c'est aussi, et là je pourrais rentrer dans les détails, mais on n'a pas le temps, l'histoire de l'Espagne, avec des tentatives de réforme agraire dans les années 30 par les républicains, et du coup l'oligarchie foncière insécurisée a soutenu celui qui allait les protéger, c'est-à-dire Franco. Ces trois régimes ont pour communauté d'être soutenus par ces oligarchies foncières, et ces trois régimes vont faire en sorte de ne pas céder la terre aux paysans, et ils vont essayer de trouver d'autres solutions jusqu'à l'envoi de colons paysans dans les colonies de ces pays. Et je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant de constater après ça, c'est qu'avec le retour de la démocratie en Italie, donc dès les années 50, puis beaucoup plus tard au Portugal et en Espagne, la première mesure qui a été mise en place par les nouveaux gouvernements démocratiques, c'est une réforme une réforme foncière, une réforme agraire. Autrement dit, la redistribution de la terre était perçue comme un moyen d'apaiser l'espace politique pour ancrer la démocratie. Ça a été la réforme agraire induite par la démocratie chrétienne en Italie et par les socialistes au Portugal et en Espagne. Voilà. Donc, ça montre en creux l'importance de cette question de l'égalité d'accès à la terre. Ça a été perçu comme un garant de la démocratisation. Et j'aurais pu donner l'exemple de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, au XIXe siècle, on a distribué la terre de façon très égalitaire, de sorte à asseoir la démocratie américaine. Bon. A contrario, de l'Amérique du Nord, il y a bien un continent, si on change de continent, j'aurais pu parler de la Russie aussi, et la révolution de 1917, c'est aussi une révolution de paysans. On dit toujours que c'est une révolution ouvrière, c'est surtout une révolution de paysans. L'Amérique latine, alors là, c'est le continent idéal typique de cette inégalité d'accès à la terre qui entrave les dynamiques économiques, sociales et politiques de ce continent. Là non plus, je n'ai pas le temps de revenir sur les origines de l'inégalité d'accès à la terre en Amérique latine, mais c'est lié à la colonisation espagnole et portugaise. Des sortes de dignitaires de la couronne portugaise et espagnole ont acquis la terre, et cela sont transmises de génération en génération, facilité en cela par le droit d'aînesse. Ce qui fait qu'au XXe siècle, eh bien, la terre était très mal répartie, et elle est restée très mal répartie sur ce continent. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est vraiment le continent le plus inégalitaire. Eh bien, là aussi, cette concentration foncière a produit beaucoup de violence, au-delà du fait que ça a entravé l'essor économique et social de ces pays. Beaucoup de violence politique. Là, je pourrais vous faire une longue liste des conflits, je vais en prendre un ou deux, mais déjà, la première révolution forte au XXe siècle sur ce continent, c'est la révolution mexicaine, et le slogan c'était Tierra y Libertad, la terre et la liberté. C'était le slogan de Pancho Villa et Emiliano Zapata. Et puis, il y a eu d'autres révolutions par la suite. La révolution cubaine emprunte aussi à cette dépossession foncière, la révolution qui n'était pas communiste au départ, qui l'est devenue par la suite, mais c'est une révolution aussi paysanne. Je prendrai plutôt
alors il y a l'Amérique centrale, et je reviendrai dans la conclusion quand je parlerai de Monseigneur Romero, le Salvador, le Nicaragua. Voilà des pays qui ont été traversés par une violence politique jusqu'à la fin du XXe siècle, avec cet arrière-plan. Dans un contexte de très grande concentration foncière, le président nicaraguayen Somoza disait Nicaragua es mi finca, le Nicaragua est ma propriété. Vous voyez jusqu'à quel point d'arrogance, de provocation on avait été. Et au Salvador, on disait que c'était le pays des 14 familles. Et Monseigneur Romero, vous le savez, a dénoncé ce système, il a été assassiné. Bon, mais je reviendrai vers lui dans la conclusion. Un autre cas majeur, c'est la Colombie. On vient de signer un accord de paix en 2016, à l'initiative notamment sous l'égide de Cuba et du Vatican. C'est intéressant comme médiation politique. C'est vraiment un pays de violence politique avec guérilla, les FARC, des milices proches du pouvoir, et puis le cartel des drogues. Mais tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié à la question de la terre. La terre, comme en Amérique latine, a été très mal répartie, et ça a donné lieu à une violence politique entre, d'un côté, une oligarchie foncière qui a, après la Deuxième Guerre mondiale, soutenu les régimes qui se sont succédés, qui a utilisé des miliciens contre des paysans pour grignoter encore plus leurs terres, et donc des paysans qui se sont radicalisés et qui se sont retrouvés justement autour du marxisme dans le FARC, formulation politique, je disais, les FARC, et les différents pouvoirs colombiens, très longtemps, plutôt que de donner les terres sur les zones tempérées, c'est-à-dire les zones de cordillère, plutôt que de donner certaines de ces terres, des grandes familles, à ces paysans sans terre, ont envoyé ces paysans dans la forêt amazonienne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la forêt amazonienne? Ils ont fait de la drogue. Voilà. Et ça a permis de financer les milices, le FARC, mais aussi les FARC, mais les paramilitaires proches du pouvoir sont arrivés aussi dans la forêt amazonienne pour faire de la drogue. Bref, tout ça, bien sûr, ça manque de nuances parce que je n'ai pas le temps, mais c'est vraiment clairement un conflit foncier qui est en arrière-plan de cette question. D'ailleurs, dans le traité de paix de 2016, l'accord de paix, pardon, le volet essentiel, c'est l'attribution de terres à des paysans sans terre. Voilà. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on est 4 ans après, et il y a des retards assez importants. L'autre exemple, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le pays... j'ai dédicacé ce bouquin à quelqu'un qui est remarquable. Dans son combat, c'était un prêtre dominicain, frère dominicain, avocat, qui a pris la défense des paysans sans terre, Henri Burin-Desrosiers. Je l'ai dédicacé parce qu'il est mort au moment où Johnny Hallyday est décédé. Je n'ai rien contre Johnny Hallyday. Et Jean d'Ormesson, je n'ai rien non plus contre lui. Mais je me disais, Henri Burin-Desrosiers, c'est un type formidable qui a été condamné, enfin, je veux dire, il a été visé par des miliciens au Brésil. Personne n'en parle. Donc voilà, c'était au moment où je signais, donc j'ai envoyé... Bon. Le Brésil, c'est aussi un continent de forte violence politique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même aujourd'hui, même samedi, je veux dire pourquoi. Et donc là aussi, très, très mauvaise répartition de la terre. En 1964, l'arrivée de la dictature militaire au Brésil coïncide avec la décision du président brésilien de l'époque, je cherche son nom, João Goulart, nom bien français, qui avait voulu faire une réforme agraire. La réforme agraire menaçant l'oligarchie foncière brésilienne, il a été déposé. Donc il y a eu une dictature jusqu'en 1985. Et par la suite, des paysans sans terre se sont engagés au Brésil, notamment à l'initiative de la conférence pastorale de la terre, proche de la conférence épiscopale brésilienne, qui est très, très engagée, en tout cas une partie, sur ces questions foncières. Il n'empêche que, même sous Lula, il n'y a pas eu de réforme agraire parce que la grande oligarchie foncière, c'est elle qui est derrière l'agrobusiness au Brésil, c'est-à-dire que les anciennes terres de pastoralisme ont été industrialisées, c'est devenu des zones de production de soja qui pèsent beaucoup. Et donc même Lula, qui voulait quand même que le Brésil ait un commerce extérieur, n'est pas revenu sur cette dotation foncière. Et l'arrivée de Bolsonaro en janvier 2019
a redonné une prime à cet agrobusiness, et ça a été très loin, puisqu'il a promis, au moment des élections, de criminaliser le mouvement des Sans-Terre, dont j'ai parlé, qui a été fondé à l'origine plutôt avec le soutien de la conférence pastorale de la terre. Donc il a promis à ces agro-industriels de criminaliser ce mouvement, mais également de revenir sur les droits des peuples autochtones, c'est-à-dire ceux qui sont en Amazonie, les Indiens d'Amazonie, qui sont, depuis que Bolsonaro est là, exposés au grignotage foncier d'agro-industriels. Et je lisais aujourd'hui que le cacique indien Rohani a porté plainte contre justement Bolsonaro. Donc il y a une actualité. Voilà, l'Amérique latine, c'est le continent de la violence politique liée à la terre. Et l'Asie, c'est pareil. La Chine, la révolution chinoise, a été une révolution de paysans sans terre. L'Inde, il y a de la violence politique depuis l'indépendance liée aussi à cela. Un pays comme les Philippines, dont on ne parle pas beaucoup, c'est un pays aussi où la violence est très liée à cette question. Il faut dire que les Philippines, cet archipel, a été colonisé par les Espagnols. Les Espagnols ont importé ces structures de grandes propriétés foncières, comme on les voyait en Andalousie ou en Amérique latine. Aux Philippines, c'est le même régime. Donc, grande propriété foncière. Et donc, après l'indépendance en 1945, on a une oligarchie foncière qui s'est appuyée sur des régimes militaires. Et ça a donné lieu à de la violence. La dictature protégeait les intérêts de l'oligarchie foncière. Certains paysans sans terre philippins se sont radicalisés et ont créé un mouvement marxiste. Donc il y a eu une guérilla. Mais la solution trouvée, la meilleure solution trouvée par les régimes autoritaires philippins, ça a été surtout d'envoyer ces paysans sans terre, de religion catholique, dans la seule île, enfin la seule grande île des Philippines qui ne l'est pas, qui est musulmane, c'est Mindanao au sud. Qu'est-ce qu'a produit l'arrivée de ces paysans sans terre à qui on n'a pas donné la terre sur les autres îles? Eh bien, ça a produit une réponse sur cette île de Mindanao, d'abord d'un nationalisme de type insulaire, Mindanao, qui ne faisait pas tellement référence à l'islam, puis c'est devenu, ça c'était le front Moro, puis c'est devenu le front Moro-islamique, et puis ce front Moro-islamique a donné lieu à un mouvement djihadiste, qui a fait allégeance à Daesh, qui aujourd'hui, donc, il y a un mouvement aux Philippines, sur l'île musulmane de Mindanao, qui fait allégeance à Daesh, et dont la fabrique à l'origine est liée à cette question de la terre. Le déplacement de ces paysans sans terre catholiques, venant des îles de Visayas et autres grandes îles, Luçon, le déplacement de ces paysans vers cette île de Mindanao. Voilà l'Asie. Le Moyen-Orient, c'est pareil. Alors là, je pourrais aussi vous développer, mais simplement, en un mot, la révolution de Nasser, la révolution du Baas en Syrie sont des révolutions agrariennes. Ils se faisaient le relais de paysans sans terre. Autre figure que vous connaissez peut-être, qui illustre cette agropolitique, le Hezbollah libanais, mouvement chiite libanais, c'est un mouvement qui s'enracine chez les paysans sans terre de la Beka, au départ. Bien sûr, ça s'est urbanisé, tout ça, mais... Ou le PKK kurde, peut-être que vous connaissez, le Parti des travailleurs du Kurdistan, là aussi, ce sont des paysans qui ont été idéologisés, il faut toujours l'agrégation idéologique, par le marxisme-nationalisme, ou le nationalisme marxiste, pardon, le nationalisme kurde, en l'occurrence. Voilà. Et pour finir, l'Afrique, eh bien, a connu de la violence politique autour de la répartition de la terre, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, où on est vraiment dans une inégalité d'accès à la terre qui se double d'une différence raciale, entre guillemets. Les Blancs ont dessaisi les Noirs de la terre, et ça reste un sujet crucial. Nelson Mandela, qui était un pacificateur, un type extraordinaire, après 27 ans de tôle, qui ne s'est pas du tout inscrit dans la revanche, mais plutôt dans la réconciliation, avait voulu éviter de reprendre la terre par la force aux Blancs. Le problème, c'est que lui, il avait une aura, une légitimité politique qui fait qu'il a pu réfréner les soifs de revanche des populations noires qui voulaient reprendre la terre.
Sauf qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, le personnel politique a moins la légitimité de Nelson Mandela, et donc les présidents, depuis 2-3 présidents, reviennent sur cette question foncière. Parce que moins ils sont légitimes, plus ils cherchent, tout se passe comme s'ils cherchaient à attiser cette question. Il n'empêche que ça reste une question de justice. Voilà sur ce premier point ce que je voulais. Alors, ça va aller beaucoup plus vite sur le deuxième, je vous assure. Ça va ? Ouais, c'est un peu rapide. Hein. Deuxième point, et maintenant. Bon, parce que là, c'est l'histoire. Quoique c'est une histoire qui se prolonge, vous le voyez. Hein. C'est-à-dire que ça a laissé des empreintes. D'abord, il y a des conflits qui se poursuivent, et ça a laissé des empreintes. J'ai parlé du Hezbollah, du PKK, du Parti communiste chinois. Tout ça, ce sont des mouvements qui prennent racine dans ces sociétés où la question foncière était centrale. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on constate qu'il y a un nouveau cycle de concentration foncière. Il y a un nouveau cycle de concentration foncière à l'échelle planétaire depuis les années 90. Ça a un peu commencé avant, à la faveur de 3 grands événements que je vous cite rapidement. Premièrement, il y a l'effondrement de l'URSS et des pays d'Europe centrale, enfin du Parti communiste dans les pays d'Europe centrale et orientale. Bien, la conséquence de ça, c'est que ça a ouvert des millions et des millions d'hectares à l'investissement. Ça, c'est le premier phénomène, et on va voir que les investissements vont se faire massifs, de quelques-uns sur toutes ces terres qui se libèrent. Ça, c'est le premier phénomène, donc la fin de l'URSS. Deuxième événement plus ou moins lié à celui-là, c'est la montée en puissance du libéralisme économique, plus que politique, de la libéralisation, ce qui fait que dans un certain nombre de pays où on avait fait des réformes agraires pour redistribuer la terre, en mettant des plafonds, par exemple, de propriété, eh bien, au nom du libéralisme et de l'efficacité, les paysans n'étant pas toujours vus comme efficaces, il fallait aller vers des exploitations dignes de ce nom, capables d'exporter. Et donc on a levé les plafonds fonciers. Je l'ai observé sur plusieurs continents. Hein. Donc le libéralisme économique s'est accompagné d'une libéralisation foncière, liée effectivement sans doute à la dislocation de l'URSS aussi. Hein. Mais c'était déjà initié avant, dès les années 80, avec la révolution de Reagan aux États-Unis. Et puis le dernier événement, massif celui-là, c'est la crise de 2008, mais pas la crise immobilière ou la crise financière. Il y a eu une crise des prix agricoles en 2007, même 2007-2008. Les prix agricoles ont flambé. Il y a eu des émeutes de la faim, je ne sais pas si vous vous souvenez, plutôt en Amérique latine et en Afrique. Et donc, la terre agricole est devenue, du fait de cette montée des prix, est devenu un actif supposément beaucoup plus rentable. Des États qui sont dépendants sur le plan alimentaire se sont intéressés à la terre, la Chine, les pays du Golfe, mais aussi des investisseurs privés qui, intéressés par le retour sur investissement dans un monde où la rentabilité des placements est faible, eh bien, ont commencé à investir dans la terre. Donc ces 3 phénomènes donnent lieu à une reconcentration de la terre. Donc c'est la fin de l'URSS, la montée en puissance du libéralisme et surtout la découverte de la rentabilité de l'actif agricole, de l'actif foncier. Alors, on parle d'accaparement foncier aujourd'hui. D'accaparement foncier, land grabbing pour les anglo-saxons, c'est land grabbing qu'on a traduit, nous, accaparement foncier. Alors certains disent, le vendent, les investisseurs disent non, nous sommes bienfaiteurs, nous investissons en Afrique pour sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire, par exemple. Vous voyez, on va vous servir. L'accaparement, voilà, c'est une appréciation assez négative, critique. Il y a un autre discours qui dit non, on va amener à l'Afrique la productivité qu'elle n'a pas. Il y a les deux discours. Alors, sans être binaire, je constate quand même que, alors d'abord, tous les investisseurs ne sont pas non plus des esclavagistes, c'est pas ça que je veux surtout pas dire ça, mais quand même, il y a 3 éléments qui me portent à considérer quand même qu'il y a un accaparement. Il y a un accaparement qui pose problème, en tout cas, il y a un problème. Premièrement, beaucoup d'accaparements
se font dans des conditions de corruption éhontées. Ça, c'est la première chose. C'est vrai dans l'ex-espace soviétique, ou les pays d'Europe centrale et orientale, où les acquisitions foncières se font de façon népotique. L'oligarchie russe, mais aussi en Hongrie, les amis de M. Orban aujourd'hui, sont des grands propriétaires fonciers. Tout ça est constaté. Là, en Hongrie, on est dans l'espace européen. C'est vrai aussi en Roumanie. Donc, voilà. C'est-à-dire quand on a disloqué ces anciens systèmes collectivistes, il y a eu des appropriations qui se sont faites loin du respect d'un état de droit. Voilà, si je veux parler poliment. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, la corruption est aussi décrite à l'envi dans pas mal de rapports. En Afrique, c'est particulièrement caricatural et tragique. En 2 mots, sans vouloir vous perdre, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Eh bien, la terre en Afrique, elle est en dernière instance possédée par les États, régime domanial ou régime étatique. Donc les terres sont souvent propriété de l'État. Et les paysans la cultivent en droit coutumier, plutôt en Afrique de l'Ouest, en droit coutumier. Ils sont usagers en quelque sorte de la terre, mais ils ne sont pas pleins propriétaires, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe dans bien des situations? Eh bien, on constate que malheureusement en Afrique, certains de ces États sont faillis, c'est-à-dire des États corrompus, on va dire les choses ainsi, des États qui sont appropriés par des régimes prédateurs. Je dis les choses un peu brutalement, mais c'est le cas. Et si vous avez des investisseurs qui arrivent à grand renfort de capitaux, vous comprenez très bien ce qui se passe. On l'a vu dans plusieurs endroits. Je pourrais citer, il y a même, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut être polémique, mais parce qu'il y a des entreprises françaises qui ont été touchées aussi par ça. Ça donne lieu donc à des transactions de terre, c'est-à-dire que l'État qui a la main, qui est propriétaire sur la terre, va la louer le plus souvent à ses investisseurs, mais sur des baux de 99 ans. Et les paysans, voilà, se trouvent du jour au lendemain, enfin les usagers de la terre se trouvent dépossédés. Alors on leur promet d'être salariés, mais le plus souvent ils sont dépossédés. Donc, premièrement, la corruption. La corruption, c'est vrai aussi en Asie, en Amérique latine, c'est constaté. Donc si c'était que du bienfait, il n'y aurait pas de corruption. Deuxièmement, l'exclusion sociale. Ben oui, c'est évident. C'est ce que ça renvoie à ce que je disais. Ces paysans d'Afrique, mais aussi on le voit en Amérique latine, eh bien, moi j'ai vu en Amérique latine des paysans dépossédés qui ne savaient pas lire. Donc ils n'ont même pas vu, ils ne savaient même pas quand l'entrepreneur est arrivé, les contrats proposés, etc. Donc voilà, il y a ça aussi qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. Et donc dans bien des cas, ces paysans se trouvent éjectés. C'est un peu comme en Angleterre, à partir du XVIe siècle, on a fait le système des enclosures. Il y avait une grande propriété foncière, mais on l'a donné en usage à des éleveurs anglais. Et puis surtout au XVIIIe siècle, on a clôturé les terres. Et ces paysans ou ces pasteurs qui l'utilisaient, eh bien, ils ont été dépossédés de la terre, ils ont été exclus, donc exclusion sociale. Mais l'Angleterre s'en est sortie parce qu'elle était en processus d'industrialisation. Donc, c'est pour ça que l'enclosure est liée à l'industrialisation. C'était aussi une façon d'envoyer ces paysans vers l'industrie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces exclusions en Afrique, en Amérique latine, en Asie, eh bien, elles ne donnent pas lieu, elles ne se comblent pas par un appel d'air dans des industries. Il n'y a pas d'industrialisation, très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une exclusion marginalisation. Beaucoup doivent partir dans les villes, avec plus de violence politique, et aussi souvent émigrer, s'en aller. Voilà. Donc, et ça n'est que le début. Ça n'est que le début, si on n'y prend pas garde. Alors, bien sûr, donc, je disais que des entrepreneurs disent oui, mais on embauche certains paysans comme salariés, mais la main-d'œuvre sur ces grands ensembles n'est pas équivalente en termes d'emploi à l'agrégation d'agriculture familiale. Bon. Une grande surface ne crée pas autant d'emplois que des petits
commerce. Ça, c'est éprouvé. Bon, mais en agriculture, c'est pareil. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer à la nuance, mais c'est ça. Donc, exclusion sociale. Et troisième point, avant de conclure, problèmes environnementaux. Ça pose aussi des problèmes environnementaux, et on retrouve aussi l'encyclique. Pourquoi ? Parce que ça tient au modèle agricole de ces investissements, le plus souvent. On parle d'agri-firme ou de firme en agriculture. Donc, ça c'est le premier point. C'est une agriculture intensive en capital plus qu'en travail, avec usage massif de pesticides. On le voit par exemple en Amérique latine. Les grands investisseurs qui interviennent dans les fronts pionniers pour cultiver le soja, ça produit beaucoup de pollution. Les sols en Amérique latine se dégradent à une allure considérable. C'est une agriculture extractive, parce que ces capitaux permettent d'aller chercher l'eau dans les nappes très en profondeur, le plus souvent. Et donc se pose la question de la pérennité de ces modèles sur le plan hydrique. Et puis, c'est une agriculture très mécanisée, donc très carbonée. Et donc, à l'heure où on s'interroge, c'est pas qu'on s'interroge, où on doit accélérer la lutte contre le changement climatique, ce modèle, en plus, pose problème, parce qu'il requiert beaucoup d'énergie fossile. Donc, le premier point environnemental, il tient donc au modèle d'agriculture. Et le deuxième point, j'en finis, eh bien, souvent, il se traduit par une déforestation, parce que ces accaparements fonciers se font aussi au niveau des grandes forêts tropicales, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, dans la région du Congo. Et là, ça pose un double problème. 3 problèmes. Premièrement, c'est le déguerpissement des populations qui vivent dans ces forêts. Je renvoie à ce qui se passe au Brésil. Deuxièmement, ça renvoie à la question du changement climatique. L'accélération de la dégradation de la forêt amazonienne au Brésil, notamment, mais pas seulement au Brésil. C'est vrai dans toute la forêt amazonienne, mais avec Bolsonaro, c'est particulièrement vrai. Cette déforestation, c'est un piège à carbone qui se réduit. Donc, c'est un contributeur au changement climatique. Et puis, deuxième élément, on commence à en voir les effets, la déforestation fait que l'humanité se rapproche de plus en plus des espèces sauvages. Et ça donne lieu, on le sait, à ce qu'on appelle les zoonoses, aujourd'hui connues sous le nom de pandémie. Voilà, donc ça va poser des problèmes. Voilà. Donc, pour finir, en conclusion, parce que j'ai trop bavardé, j'ai pas trop dépassé. Non, vous êtes dans les temps. Je ne sais pas si vous aurez, parce que voilà, j'ai fait un peu vite. Donc, je voulais faire un tour d'horizon avec vous, mais encore très rapide, et on va le compléter ensuite par les échanges. Je crois que ça sera plus intéressant pour vous, les échanges. En tout cas pour moi, ça sera plus intéressant parce que je vous écouterai. Donc, on retrouve bien le tout est lié décrit par François. Les crises sociales sont des crises politiques, on le voit, les forces politiques créent des crises sociales, créent des crises environnementales, et aussi, derrière c'est des crises anthropologiques. Je trouve et la Terre illustre très très bien cela. L'injustice foncière, donc, est à l'origine de dégradation sociale, de pauvreté et de tant d'autres maux. A contrario, et je n'ai pas eu malheureusement le temps de vous le montrer, l'histoire a montré aussi que l'égalité foncière a facilité la démocratie. A facilité une certaine prospérité économique équilibrée. J'aurais pu vous donner des exemples aussi. Mais tiens, je vous le dis, Taïwan et la Corée du Sud, c'est intéressant, ont commencé à décoller. 1960, la Corée du Sud et Taïwan, c'était des pays très très pauvres. La mesure phare qui a permis le décollage, c'est la redistribution de la terre. On l'oublie. Bon. Donc, ce n'est pas neutre en termes de prospérité, au-delà du fait que ce n'est pas neutre en termes de démocratisation. Et donc, partager la terre, c'est assurer une stabilité politique, c'est assurer une certaine prospérité, et c'est sauvegarder, finalement, la maison commune. Pour reprendre l'expression, la belle expression de François, la maison commune, on le voit bien, partager la terre, c'est aussi se prémunir de dégradation, contre-dégradation, environnementale.
Donc tout est lié. Et donc on comprend bien donc pourquoi, je reviens à Monseigneur Romero, donc évêque du Salvador, qui a été assassiné, qui est un homme, c'est une histoire passionnante, celle de Romero. C'est quelqu'un qui a cheminé, et c'est les pauvres qui l'ont fait beaucoup, qui l'ont beaucoup transformé. Il n'était pas sur les positions audacieuses au départ, Oscar Romero, en termes de défense des paysans sans terre, mais par contre, il était très proche de son peuple, et il a bien vu que l'origine de la souffrance était la question de la terre. Enfin, une des raisons de la souffrance. Et donc, il a eu des mots de plus en plus durs, enfin durs au sens, mais juste, contre l'oligarchie foncière. Et vous savez ce qu'il est devenu, il a été assassiné, on devine par qui. Et le jour de ses obsèques, il y a eu des dizaines de milliers de personnes, et l'armée a tiré sur la foule. Hein, et ça a été le début de la guerre, enfin de la nouvelle guerre civile au Salvador. Bon. Et Monseigneur Romero disait, je n'ai pas la phrase. Enfin, il disait, oui, c'est ça. La réforme agraire est une nécessité théologique. Est une nécessité théologique. Voilà ce qu'il disait avant de mourir. La réforme agraire est une nécessité théologique. Ça veut dire que ce n'est pas qu'un sujet technique. Ça touche à la démocratie, ça touche donc au vivre ensemble, hein. Ça touche à la justice, ça touche à la durabilité de notre maison commune. Donc, justement, c'est une priorité, enfin, c'est une nécessité théologique pour nous. Alors, je ne sais pas, c'est juste avant sa mort, il est mort en 79 ou 80, 79, voilà. Il a dit juste avant, hein. Je pourrais le retrouver, j'ai pas la référence, je peux la retrouver, je l'ai. Voilà, mais enfin, il a dit ça. Hein. Donc, on ne peut pas être indifférent à ça. Même si, certes, en Europe, la question se pose avec peut-être moins d'acuité sur le plan politique, mais il n'empêche qu'une reconcentration foncière pose des problèmes en termes environnementaux et sociaux aussi. Vous savez, en termes, même en Europe, la question va se poser de l'accès à la terre pour des jeunes. Ça se pose déjà. Et je voyais en Roumanie, aujourd'hui, les jeunes roumains ne peuvent plus accéder à la terre parce qu'ils ont en face des investisseurs avec lesquels ils ne peuvent pas rivaliser. Donc je veux dire, ce n'est pas ça qui va changer, faire basculer un gouvernement en Roumanie ou en Europe, mais il n'empêche que c'est le destin de jeunes qui est aussi façonné par cette concentration de la terre nouvelle. Voilà, donc j'arrête là-dessus et je vous remercie pour votre attention à l'heure de la digestion. Merci. Mais j'ai vu que personne n'avait dormi. Enfin si, j'ai quelques noms là. Mais...